Samedi 11 mars, vous regardez Al24 News, à la une de votre Midi Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue la réélection de son homologue chinois Xi Jinping à la tête de son pays. Le chef de l'État algérien adresse par la même occasion ses chaleureuses félicitations au peuple chinois ami. L'Arabie saoudite et l'Iran normalisent de nouveau leurs relations diplomatiques après plus de 7 ans de froid glacial entre Riyad et Téhéran. Les deux pays réchauffent leurs relations. Nouvelle journée de mobilisation générale en France contre la réforme du régime des retraites, alors que le Parlement français s'apprête à voter le texte de loi et pourrait user de l'article 49.3. Le scandale du Maroc Gate n'a pas couché de tous ses secrets. De nouvelles révélations sont faites par une enquête menée par la presse française et belge conjointement. Madame, Monsieur, bonjour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue son homologue chinois à l'occasion de sa réélection à la tête de son pays par l'Assemblée populaire chinoise. Dans un message de félicitations adressé vendredi, le chef de l'État algérien a également salué la profondeur des relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération unissant l'Algérie et la Chine, qui les encourage à poursuivre le travail de concert pour consolider le partenariat stratégique global et le porter à des niveaux supérieurs qui puissent refléter les aspirations des deux peuples amis et concrétiser leurs intérêts communs. Nouveau mandat donc pour Xi Jinping à la tête de l'exécutif chinois, mais pas pour le Premier ministre Li Keqiang qui cède sa place à Li Qiang. L'ancien chef de cabinet du président chinois a été désigné ce samedi nouveau Premier ministre chinois lors d'un vote des députés. L'ancien responsable du Parti communiste à Shanghai a obtenu 2936 voix pour, 3 contre et 8 abstentions. À 63 ans, il succède donc à Li Keqiang en poste depuis 2013. Et après plus de 7 ans de suspension, l'Arabie saoudite et l'Iran normalisent leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont annoncé la réouverture prochaine de leurs ambassades respectives. Elles devraient intervenir dans 2 mois. Le tout après 5 jours de discussions en Chine. Des discussions qui se sont avérées fructueuses. Riyad et Pékin renouent. Et c'est l'aboutissement d'un rapprochement progressif entamé en 2021. Et pour tenter une extrapolation des conséquences de cet événement géopolitique sur la configuration actuelle des relations internationales dans la région et dans le monde, nous accueillons en direct depuis Paris Gamal Abina. Vous êtes journaliste spécialisé dans les relations internationales. Bonjour Gamal. Bonjour et merci pour l'invitation. Gamal, sommes-nous à l'orée d'une nouvelle bifurcation dans les rapports de force géopolitiques après cette annonce qui sont déjà justement, qui en sont les bénéficiaires et les perdants? Alors les premiers bénéficiaires évidemment c'est l'Arabie, ça va de soi puisqu'elle est en guerre contre le Yémen depuis des années et qu'aujourd'hui elle tente une porte de sortie. C'est l'Iran évidemment qui sort de son isolement, de son enclavement, puisque l'Iran effectivement depuis plus de 40 ans est en conflit quasiment direct avec les États-Unis. C'est le Hezbollah iranien, puisque l'Iran soutient le Hezbollah au Liban, qui est d'ailleurs le grand vainqueur aussi de la guerre en Syrie. C'est évidemment le Yémen avec les Houthis qui vont sans doute peut-être sortir de cette crise qui dure depuis trop longtemps et qui bénéficie à ce soutien très soutenu de l'Arabie, de l'Iran, excusez-moi. Mais surtout, les grands gagnants, évidemment, c'est les deux grands
grands pays que sont l'Arabie et puis l'Iran. Pourquoi? Parce que c'est ce conflit régional qui a entraîné dans la suite de cette rupture de relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie, les Émirats arabes unis, Bahreïn évidemment, oui, le Koweït, tous les alliés traditionnels. Eh bien, ils ont commencé à se rapprocher aussi de l'Iran parce que ils se sont mis d'accord sur un point, c'est que la Chine, qui devient un négociateur, on vient se rendre compte de cette négociation qui a été menée longuement, mais surtout qui propose aussi sa négociation par rapport à la crise ukrainienne, la Chine donne le là. Elle explique qu'il vaut mieux la paix dans la région pour garantir les approvisionnements énergétiques de la Chine, mais surtout pour garantir un développement de la région accéléré et un retour à la paix. Et puis surtout, les grands perdants, on va en parler tout de suite, c'est bien les États-Unis, ça va de soi. C'est le bloc occidental qui ne s'attendait pas à cela, et c'est surtout Israël qui a tout de suite fait entendre sa voix en disant qu'effectivement, ce rapprochement leur profiterait pas, loin s'en faut. Donc l'Arabie est en rupture de plus en plus consommée avec les États-Unis, parce qu'évidemment, entre Biden et Ben Salman, ça se passe très mal, même on peut le dire. Et puis surtout, l'Arabie est en bout de course par rapport à cette guerre du Yémen. Elle a besoin d'en finir, elle a besoin d'un modus vivendi, et avec cet accord avec l'Iran, espère ramener un théâtre un petit peu plus paisible dans la région et sortir de ce bourbier dans lequel elle s'est enlisée. Merci Gamal Abina pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Vous êtes journaliste spécialisé dans les relations internationales. Merci. Et dans la foulée de cette annonce, les Nations Unies ont salué l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par la voix de son porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui s'est d'ailleurs exprimé sur la gratitude du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, envers le peuple de Chine pour avoir abrité le dialogue bilatéral dans le cadre d'une médiation. À noter que plusieurs pays, à l'image de la Russie ou encore les États-Unis, ont également salué ce rapprochement. Dans les territoires palestiniens occupés, plusieurs personnes ont été blessées par des balles tirées par les forces de l'occupation sioniste, tandis que d'autres ont été asphyxiées au cours d'une agression sur des civils palestiniens. El Khalil, en Cisjordanie occupée. Un autre jeune a été pris pour cible et touché quant à lui à Al-Quds ce matin. Il a ensuite été évacué à l'hôpital dans une nouvelle vague d'interpellations ayant touché plusieurs Palestiniens est également donc à signaler du côté de Beit Lahem. Et l'Allemagne, frappée de plein fouet par la violence liée à l'extrémisme religieux, la ville d'Hambourg a été le triste théâtre d'une fusillade survenue jeudi dans une église se réclamant de l'obédience des témoins de Jéhovah, faisant pour le moment un bilan de 7 morts et non 8, comme annoncé initialement dans un bilan provisoire, ainsi que plusieurs blessés. Un seul suspect pour le moment dans le collimateur de la police. Il s'agit d'un certain Philippe F., 35 ans. Il se serait donné la mort après avoir tué 7 personnes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé hier ses pensées aux victimes de ce qu'il a qualifié comme étant un acte de violence brutale. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches en ces heures difficiles, ainsi qu'à ceux dont les vies ont été si brutalement fauchées. Nous le disions, titre journée de mobilisation générale en France contre la réforme du régime des retraites. Les syndicats ont lancé un appel pour battre le pavé ce samedi. Il s'agit de la 7e journée de mobilisation dans tout le pays. Avant une semaine cruciale au Parlement, le gouvernement espère voir sa réforme définitivement adoptée alors que les syndicats craignent déjà que l'exécutif n'ait recours au fameux article dit du 49.3 permettant d'outrepasser le vote parlementaire en cas de rejet du projet de loi, une option qui semble peu à peu faire son chemin au Palais Bourbon selon les observateurs en France. Et c'est dans un contexte de tension sociale qu'Emmanuel Macron recevait hier justement à l'Élysée le Premier ministre britannique Rishi Sunak. La presse française a en effet parlé d'un sommet visant à réinventer l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne, une relation sujette à quelques interférences depuis que Londres a claqué la porte de l'Union européenne. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. Le président français Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour le premier sommet franco-britannique depuis 2018, 5 ans caractérisés par des tensions entre les deux pays. Après des années de relations critiques, l'heure est à l'apaisement et au retour à la normale. Au programme de la visite, plusieurs dossiers, l'immigration clandestine, la guerre en Ukraine et la coopération bilatérale sur plusieurs plans. Les deux hommes espèrent ainsi réchauffer des relations franco-britanniques mouvementées après le passage de Boris Johnson et Liz Truss à Downing Street. Concernant la crise migratoire,
un dossier hautement sensible pour les conservateurs britanniques. Rishi Sunak assure s'en remettre aux traités internationaux pour la résolution d'une crise des migrants qui, bien que moins médiatisée, perdure encore. Maintenant, nous respecterons toujours nos obligations quant aux traités internationaux. Je suis convaincu que dans leur cadre, nous pouvons faire le nécessaire pour résoudre ce problème commun et arrêter les bateaux qui traversent la Manche. La guerre en Ukraine a évidemment été abordée par les deux dirigeants. Elle représente un défi commun pour les deux nations. Le locataire de l'Élysée estime que la Russie ne peut gagner la guerre et compte sur la coopération avec le Royaume-Uni pour resserrer les rangs européens. Nous avons largement ici discuté de la manière de renforcer, au-delà du conflit, de l'agression russe en Ukraine et du conflit qui s'y joue, de renforcer nos capacités communes, de travailler davantage à l'interopérabilité opérationnelle, technique et humaine. Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont par ailleurs annoncé la mise en place d'une coopération militaire entre les deux rives de la Manche. La formation et l'équipement de militaires ukrainiens sera assuré par Paris et Londres. Et en Catalogne et en Espagne, le Parlement catalan a voté vendredi un projet de résolution appelant le gouvernement espagnol à prendre et assumer sa responsabilité historique devant le peuple sahraoui. Le texte de résolution en question a été voté par l'ensemble des partis qui constituent le Parlement catalan. Il réaffirme la position du comité législatif catalan en faveur de la solution équitable et durable de la question sahraoui, conformément aux dispositions du droit et de la légalité internationale, ainsi que les décisions des Nations Unies de respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et le scandale du Maroc Gate n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre. De nouvelles révélations au sujet du système de corruption de députés européens mis en place par le Maroc sont faites par la presse française et belge, impliquant l'actuel ambassadeur marocain en Pologne, Abdelrahim Atmoun, mais aussi les services de contre-espionnage marocains. Radio France Investigation et le journal belge Le Soir dévoilent dans une nouvelle enquête donc les coulisses de cet énorme scandale orchestré par le Maroc. Maroc toujours, plusieurs partis politiques et associations tirent la sonnette d'alarme quant à un climat social qui ne cesse de se détériorer. Dans un contexte d'inflation et de hausse des prix généralisés, ils appellent le gouvernement Khenouch à prendre ses responsabilités et à mettre fin à cette situation qui, selon eux, représente une réelle menace pour la sécurité sociale au Maroc. Et au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les tensions et les hostilités sont toujours d'actualité entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du M23. La région a encore été le théâtre de violents affrontements entre les deux parties ce vendredi dernier, alors que l'annonce d'un cessez-le-feu la semaine dernière avait suscité un vent d'espoir. C'est un sujet signé Souhila Kilal. Les hostilités reprennent de plus belle ce vendredi au Nord Kivu entre l'armée régulière congolaise et le groupe rebelle M23. Et dans le même moment était attendu à Goma un avion d'aide européenne d'urgence pour lequel un couloir aérien spécial a été ouvert. C'est à Murambi que les affrontements ont éclaté à moins de 30 km de Saké, un dernier verrou sur la route vers la capitale de la province du Nord Kivu, région qui cristallise bon nombre de tensions internes et régionales. De son côté, la médiation africaine s'active depuis le début du conflit pour la mise en place d'une paix durable à l'est du RDC. Le 24 février dernier coïncide d'ailleurs avec la 10e année de l'accord cadre d'Addis Abeba, un accord qui avait suscité l'espoir, tout du moins, jusqu'à la résurgence du M23 en avril 2022. Un nouveau vent d'espoir avait par ailleurs soufflé sur le Nord Kivu il y a quelques jours à peine. En effet, au début du mois en cours, le président angolais João Lourenço avait annoncé une cessation des hostilités entre les deux belligérants pour ce 7 mars. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 8 mars, gouvernement congolais et rebelles du M23 s'accusaient mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Alors que la situation humanitaire est de plus en plus alarmante, selon les agences des Nations Unies, en un an, plus de 800 000 personnes ont été touchées par ce conflit. Et c'est la fin de ce Midi Info. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al24 News.